Chers téléspectateurs, merci une fois de plus d'être au rendez-vous de l'émission Entretien sur Agri Télévision. Aujourd'hui, nous recevons un directeur général, M. Jean-Christin Téné, DG d'Agromaf. Avec lui, nous allons essayer de parler un tout petit peu de l'agriculture au Cameroun, ainsi que de quelques-unes de ses difficultés. Monsieur Jean-Christin Téné, bonjour une fois de plus et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe. Pouvez-vous, s'il vous plaît, de façon sommaire, vous présenter à nos chers téléspectateurs? Oui, comme vous avez si bien introduit, je m'appelle Jean-Christin Téné. Je suis le directeur de la firme phytosanitaire, comme vous l'avez si bien dit aussi, Agromaf. Notre spécialité, c'est quoi? C'est la protection des cultures. C'est-à-dire, pour dire en français facile, nous fabriquons des produits qui permettent de protéger les cultures de la semence jusqu'à protéger les graines qui sont récoltées. D'accord. Agromaf, ça fait combien d'années au Cameroun? Ça va faire bientôt 8 ans, mais l'idée est née, ça fait 11 ans, justement au lendemain de la grève de la faim de 2008. C'était un 8 février? Oui, justement, j'ai dû passer 3, 4, 5 jours à la maison à ne rien faire et à me poser la question de savoir exactement ce qui se passait. Il y avait la grève dehors, et le discours, c'était quoi? Les gens ont faim, les gens ont faim. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il était clair que les intrants coûtaient énormément cher. Les intrants qui aidaient à produire étaient énormément chers. C'est pendant les une semaine que j'ai fait à la maison à ne rien faire que le déclic est venu et que j'ai dit, bon, si actuellement je suis en train de faire une activité pour laquelle il y a saturation, pourquoi ne pas aller du côté là où il y a un gros besoin? Vous étiez déjà un agriculteur bien avant? Bon, il est vrai, au Cameroun, toute famille, tout enfant, généralement, bon, je peux dire peut-être 80-70%, on est déjà dans des familles qui ont une petite agriculture familiale. Donc, je suis aussi un des enfants qui sont nés dans ce genre de famille. Famille dans laquelle, pour aller à l'école, on est obligé de faire du café, on fait un peu de maïs, et c'est tout ça réuni qui permet qu'on puisse payer de la pension ou bien avoir des tenues scolaires pour aller à l'école. Donc, agriculture dans la jeunesse, oui, mais à grande échelle, c'est après ce moment de 2008. Ok, donc en fait, ça n'a pas été une erreur de tomber directement dans la création d'Agromaf. Il y a eu un parcours. Oui, il y a eu un parcours avant. Depuis tout jeune, on a commencé à aller au champ avec la maman quand on était tout petit. Premièrement, c'était d'abord pour garder nos petits frères, pour donner la possibilité à maman de travailler. C'est-à-dire on y allait, mais notre responsabilité, c'était de garder l'enfant, nos petits frères, pour que maman travaille. Après, dès qu'on a atteint un certain âge, maman commençait déjà à nous donner des responsabilités. Ça veut dire, assois-toi là, pendant que tu regardes l'enfant, il faut égrainer l'arachide, il faut faire ci, il faut faire ça, des petites tâches. Donc, tout petit déjà, 3-4 ans, on allait déjà au champ. Ok, ça me rappelle mon enfance. Oui, justement. Ok. Monsieur Téné, le Cameroun est un pays agricole. Les statistiques parlent de 70 à 80% de la population. Oui. Et le Cameroun également, dans le domaine agricole, rencontre beaucoup de difficultés. Oui. Nous allons essayer de parcourir quelques-unes de ces difficultés. Parlons des intrants. Votre spécialité, les engrais, les pesticides, etc. Vous fabriquez ou vous importez? Nous, on importe. Parce que en Afrique, quand vous regardez toute l'Afrique, ça dit que l'Afrique subsaharienne, l'Afrique du Nord, tout ça, il n'y a vraiment pas de structure, il n'y a pas une usine qualifiée pour pouvoir fabriquer. Parce que vous êtes sérieux? Oui, oui. Ces usines sont à des coûts de milliards. C'est-à-dire que le coût des investissements sont très, très élevés. Et le gros problème, c'est que construire une usine ne suffit pas. Il faut construire l'usine et il faut encore pouvoir fabriquer. Pour fabriquer, il faut avoir un brevet. Parce que les produits que nous commercialisons sont des fruits des recherches d'un certain nombre de personnes. Le tout, c'est de pas de pouvoir construire l'usine, mais il faut pouvoir avoir un brevet peut-être
sur un produit quelconque pour pouvoir le fabriquer. Nous avons des exemples des Camerounais qui fabriquent pourtant des intrants agricoles. Ici? Mais à ma connaissance, je ne connais pas. Je ne connais pas au Cameroun. Pas à grande échelle, certainement. Même pas à petite échelle. Ça, je ne connais pas. Je connais pas. Parce que non seulement, quand vous voyez la phytosanitaire d'abord obéit à une norme d'homologation. Nous, avant de pouvoir importer un produit qui est destiné à l'agriculture, il y a une procédure d'homologation qui est mise en place, contrôlée par le ministère de l'Agriculture et le ministère et l'IRAD, par exemple, qui atteste que ce produit n'est pas nuisible. Et généralement, jusqu'ici, nous on travaille beaucoup avec des produits qui sont certifiés Union européenne, c'est-à-dire des produits que l'Union européenne a déjà donné son accord d'utilisation. Donc nous ne faisons que faire une réplique locale. C'est-à-dire? C'est-à-dire, le produit d'abord doit être accepté dans l'Union européenne. Effectivement. Avant que nous puissions l'utiliser ici. Parce que nous n'avons aucune structure pour pouvoir créer. Donc nous nous collons, on se colle sur des gens qui ont déjà la structure nécessaire pour faire un contrôle. Donc c'est quand le produit est homologué dans l'Union européenne que nous faisons la réplique ici. Ces produits homologués par l'Union européenne sont-ils adaptables à nos terres? Justement, c'est pourquoi on parle de procédure d'homologation. Durant la procédure d'homologation, il y a des tests qui sont faits dans des champs et on voit si l'efficacité, parce que généralement les produits qui sont fabriqués en Europe sont faits à l'origine pour l'Europe et sur des problèmes spécifiques. Or, la procédure d'homologation vise à tester ce produit dans... Quel est l'organisme qui certifie ces produits? Prenons le cas du Cameroun. Oui, nous avons la DRCQ, la Direction de la Réglementation et du Contrôle Qualité. Ils ont le matériel adéquat? Ils ont le matériel Ils ont les laboratoires? Vous pouvez nous le certifier? Ou bien vous le dites simplement parce que vous êtes un commerçant? Non, ils ont des laboratoires. Et je peux dire que quand il y a un matériel qui manque, ils s'appuient encore sur des laboratoires européens. C'est-à-dire, quand il y a un laboratoire ou bien une analyse qui ne peut pas se faire localement, le MINADER ou la DRCQ sont en partenariat avec des laboratoires qui se retrouvent en Europe, qui font certains tests spécifiques pour la compte. Essayez d'expliquer à nos téléspectateurs, c'est quoi la DRCQ? C'est un organe du MINADER? C'est un organe du MINADER. J'ai bien dit, c'est la Direction de la Réglementation et du Contrôle de Qualité des Intrants Agricoles, DRCQ. Ils sont basés à Itoukébé, ici à Yaoundé, pas très loin. C'est un ministère qui est qui n'est pas très visible. Donc leur activité n'est pas très visible, mais en réalité, c'est la base de notre agriculture. C'est là où tout se décide, c'est là où toute la protection de la culture, des cultures au Cameroun est logée là-bas. Bon, nous aimerions bien être sûrs de ce que vous dites. Nous enverrons nos équipes vérifier cela. La DRCQ, juste en face du centre des handicapés, vous allez voir tout ce grand camp qui est entouré avec la barrière. C'est là, dans la direction, le fonds semencier, tout ça, c'est là à l'intérieur. C'est pourquoi moi j'ai dit, il n'y a pratiquement pas, quand vous passez, c'est pas quelque chose de très visible, mais c'est là où tout se décide en termes de protection des cultures sur l'ensemble du territoire. Ok. Donc, une fois la DRCQ vérifie les homologations, moi j'aimerais poser une autre question. Est-ce que le ministère, est-ce que le MINADER, puisque ça fait des années que vous êtes dans le domaine phyto, est-ce que le MINADER a les moyens de contrôler les produits non homologués qui entrent au Cameroun? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Je vais dire oui, et d'une part non. Parce que le MINADER a des équipes formées qui sont éparpillées sur l'ensemble du territoire, qui ont en charge le contrôle phytosanitaire chez les distributeurs qui distribuent les produits chez les planteurs. Ça, c'est la deuxième étape. Mais il y a une première étape d'abord qui est à l'import. Au niveau du port de Douala, il y a la cellule phyto qui contrôle déjà tout ce qui entre comme produit phytosanitaire. On vérifie à ce niveau si le produit est homologué
Est-ce qu'il n'est pas interdit? Est-ce qu'il respecte les spécificités? Donc, il y a tout ce contrôle qui est fait. Ça, c'est le côté oui, puisque je vous ai dit tout à l'heure, il y a un oui et un non. Nous savons que le Cameroun partage avec le voisin à peu près 1600 km de frontières. Et c'est des frontières qui sont extrêmement poreuses. Donc, de temps en temps, ça c'est maintenant du côté non, il y a des produits non homologués pour lesquels on ne peut pas avoir une certitude sur la qualité qui entrent par ces frontières poreuses. Il y a des moments où vous allez par exemple sur le marché de Garoua, qui est le marché que j'ai visité et que j'ai vu vraiment des produits venant de l'étranger en abondance. Vous savez, quand vous êtes à Garoua, la frontière avec le voisin, c'est à 30 km. On y va en moto en quelques 10 minutes, 15-20 minutes, on y est et on rentre. Donc il y a quelqu'un qui se lève là en 1 heure, il fait une course au Nigeria, il revient. Donc là, ça devient extrêmement difficile pour les équipes du Minader de pouvoir faire un contrôle là-dessus. Extrêmement difficile. Ok. Et quel est alors l'impact dans ce cas des produits non homologués qui entrent au Cameroun et qui sont utilisés par nos agriculteurs? L'impact, justement, c'est que l'on ne peut pas avoir la production estimée. Bon, imaginez-vous que vous prenez un produit qui n'est de mauvaise qualité, ça veut dire qu'il n'a pas été homologué au Cameroun et que vous utilisez par exemple sur une parcelle de maïs pour lequel on est en train de prétendre avoir un rendement de 8 tonnes à l'hectare. Vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas les 8 tonnes à l'hectare dû au fait d'avoir utilisé un produit qui n'était pas homologué. Ou bien, je vais encore faire une extension, peut-être que vous avez votre champ de tomates et que vous avez une attaque par exemple de mildiou, ainsi de suite, tout ça, et que vous prenez un produit, un fongicide qui n'est pas homologué et que vous l'appliquez dessus. Généralement, ce produit vient seulement agir comme, c'est-à-dire augmenter plutôt l'activité bactérienne sur votre tomate et vous allez perdre votre champ. Donc, moi, je dirais à l'intention des spectateurs qui nous écoutent, des agriculteurs qui nous écoutent, il est extrêmement important d'utiliser les produits que nous avons homologués au Cameroun. Parce que comment le vieux paysan ou bien l'agriculteur de Lokadouma ou bien du fin fond Benguela saura que voilà les produits, par exemple, qui sont homologués. Oui, vous avez l'information, mais est-ce que tous les agriculteurs ont cette information-là? Un. De deux, est-ce que les produits homologués existent en quantité pour satisfaire l'ensemble des agriculteurs sur le territoire national? Je vais commencer par le premier volet. Est-ce que le planteur est informé? Je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les planteurs sont regroupés en coopératives. Et généralement, il y a des chefs de postes agricoles qui sont dans tous les villages qui donnent une certaine sensibilisation à ces planteurs. Et sur chaque boîte de pesticides, il y a toujours toutes les indications qui sont données. Les numéros d'homologation, le fabricant, l'importateur, toutes ces informations qui sont données. Même les produits qui viennent de l'étranger qui sont de mauvaise qualité, mais c'est bien écrit dessus. Si ça vient du Tchad, c'est écrit Tchad. Si c'est du Nigeria, c'est écrit Nigeria. Ghana, c'est Ghana. Donc, il y a suffisamment d'informations sur l'étiquette qui permet à l'utilisateur de savoir exactement l'origine du produit qu'il est en train d'utiliser. Donc aujourd'hui, il est vrai, on a encore dans les zones rurales des planteurs qui ne sont pas lettrés, mais là, c'est encore en train de finir. Mais, puisque aujourd'hui l'entrepreneur rural n'est plus ni lettré, il y a beaucoup qui sont allés à l'école, qui se lancent dans l'agriculture, donc ils ont l'information. Généralement, tel que nous avons eu à observer sur le terrain, c'est un problème de prix, la chasse du prix, qui fait en sorte que les gens se dirigent vers des produits qu'ils pensent être moins chers. Parce et la seconde question sur l'existence des produits en quantité? Oui, les produits en quantité, on en a énormément. On en a suffisamment. On en a suffisamment. Parce qu'au Cameroun, chaque année, il y a suffisamment d'importations pour couvrir la demande sur toutes les cultures. Et c'est pourquoi la preuve en est que les prix, au lieu de grimper, baissent plutôt. Ça veut dire l'offre même a tendance à être supérieure à la demande.
Ok. Essayez de nous dire quel est le rôle des produits phytosanitaires sur les plantes. Oui, les produits phytosanitaires, comme je l'ai dit, ça aide à la protection. Parce que certains pensent que c'est des poisons. Effectivement, c'est écrit sur la bouteille, c'est des poisons. Mais c'est des poisons qui, pour l'homme, mais qui protègent la plante. C'est justement pourquoi il y a une certaine restriction, même pour l'homme, pour l'utiliser. Il y a un certain nombre de précautions, que l'homme doit prendre pour pouvoir utiliser ces produits. Et c'est justement pourquoi aussi, même une fois après avoir pulvérisé ces produits sur des plantes, il y a un certain temps qu'il faut pour récolter. Ça veut dire que vous ne pouvez pas pulvériser aujourd'hui et récolter demain ou après-demain. Généralement, c'est ce qu'on appelle le DAR et qui est généralement de 2 semaines, le DAR. Donc quand vous le pulvérisez, vous devez attendre un certain temps. Donc, effectivement, c'est des poisons, mais qui se dégradent au fil du temps. Il faut donner le temps à... Qui se dégradent entièrement? Qui se dégradent entièrement, puisque ça donne... Certains spécialistes nous disent que ça se retrouve, par exemple, si on prend le cas des légumes. Certains spécialistes nous disent que ça se retrouve dans les légumes que nous consommons au quotidien. C'est la raison pour laquelle peut-être, depuis un certain nombre d'années, on commence à parler de la consommation des produits bio. Ce n'est pas un pur hasard. De façon résiduelle. De façon résiduelle. Ça, je sais qu'il y a des analyses qui sont faites et qui signalent des résidus. Il y a des résidus dans les plantes, dans le sol, dans l'eau, dans les airs. Justement, il y a des résidus, mais c'est des résidus qui sont acceptés. Ah, c'est pas dangereux pour l'organisme? C'est pas dangereux. Ou bien c'est pas trop dangereux? C'est pas trop dangereux. Okay. Si la bonne pratique, parce que là, il y a ce qu'on appelle encore dans l'utilisation des pesticides, la bonne pratique agricole. Si la bonne pratique agricole a été respectée, il n'y a pas de problème. Le taux de résidus sera au niveau suffisant pour que l'organisme humain ne puisse pas avoir de problème. Quand je dis la bonne pratique agricole, c'est quoi? C'est que si on dit par exemple que, je choisis un peu n'importe quoi, on dit par exemple sur tomates, on veut faire un traitement sur tomates. On veut traiter une maladie, peut-être la mouche blanche. On veut prendre par exemple de la lambda cyhalotrine pour traiter cette maladie. Et on dit par exemple, par pulvérisateur de 15 litres d'eau, il faut appliquer, je vais prendre un exemple, 50 millilitres par pulvérisateur. Et quand on a traité, on a un DAR d'attente, c'est-à-dire un délai d'attente de récolte avant 15 jours. Donc il y a un cycle de traitement. Quand vous traitez, peut-être s'il faut répéter le traitement, c'est 30 jours ou bien 45 jours après. Si vous respectez normalement tout, il n'y aura pas de problème. Ce que nous constatons et que nous avons tendance à constater dans les villages, c'est quoi? C'est que le planteur pense que c'est en dosant plus qu'il sauve son champ. Ça veut dire, ou bien qu'il accroît les quantités. Voilà. Ça veut dire qu'il pense que, ah non, la maladie est déjà suffisamment avancée, j'ai peur de prendre d'autres trucs. Non, on a demandé de mettre juste 50 centilitres. Est-ce que ça va suffire? Or, au lieu de 50, il met 100. Ou il en met 150. Là, il est clair que à la fin, le taux de résidus sera extrêmement élevé et le produit malpropre à la consommation. Il y a aussi des hommes d'affaires ou des agriculteurs qui utilisent beaucoup de produits phytosanitaires pour faire mûrir assez rapidement certains produits agricoles. Oui, ce n'est pas seulement le cas que nous rencontrons. Il y a beaucoup de cas où l'usage du produit est détourné. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le détournement de l'usage initial du produit. Un produit qui a été comme les téflons, vous faites allusion à l'étéflon par exemple. L'étéflon généralement est utilisé sur EVA, homologué sur EVA. C'est un produit normalement qui est sur EVA, qui aide l'EVA à couler plus, c'est-à-dire accélérer. Oui, accélérer la coulée chez l'EVA. Bon, les gens se sont rendus compte qu'en le pulvérisant sur des bananes, plantains, il accélère le mûrissement. C'est-à-dire vous le pulvérisez le soir et le matin il est mûr. Mais ce n'est pas seulement ce cas. Il y en a. Il y en a. Moi, j'ai rencontré un jour de passage du côté de Tchan, j'ai rencontré un cultivateur de choux qui en avait marre de lutter contre les escargots
avec le produit destiné au traitement sur escargot, par exemple. Et il s'est amené à prendre un produit qui est destiné à tuer les nématodes sur banane, c'est-à-dire prendre du bastion qui est destiné à tuer les nématodes sur banane, granulé, c'est un produit que normalement il faut le verser au sol, et qui est réservé même à l'usage professionnel, à prendre ce produit, à l'écraser et à pulvériser sur les feuilles. Logiquement, ça nettoie complètement le chou. Tu as des feuilles qui ne sont pas attaquées, des très belles feuilles qui se lèvent, mais c'est du poison. L'usage de ce produit initial n'est pas d'utiliser sur des choux, et encore moins sur des feuilles. Et que faire pour résoudre ce problème de détournement de l'usage initial des produits? Nous, on se dit c'est Ils sont pourtant homologués pour... C'est homologué. C'est passant par Agri TV. Parce qu'aujourd'hui, il faut sensibiliser les gens. Est-ce que les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire? Je ne pense pas. Ils ne sont pas conscients. Ou alors, ils le sont, pour des raisons pécuniaires. Voilà, mais parce qu'ils veulent se faire de l'argent rapidement, on le fait. On ne se soucie pas de son prochain. Parce que je suis allé jusqu'à réfléchir, tout comme il y a des gens qui se lèvent un bon matin, prennent un couteau et mettent dans le ventre de son semblable sans raison, mais que celui qui sache, que celui qui prend par exemple du bastion et qui l'écrase et qui verse sur les feuilles de chou, c'est qu'il n'est pas différent de celui qui est en train de prendre un couteau et de mettre dans le ventre de son... Parce que c'est du poison que tu sers aux gens. Les gens vont manger ça. Oui. Une lecture récente nous a fait comprendre pendant qu'on préparait cette interview avec vous qu'un pays comme la Côte d'Ivoire importe beaucoup plus de pesticides que le Cameroun. 2 à 3 fois plus. 2 à 3 fois plus. Question simple. Est-ce la raison pour laquelle nous ne sommes premiers en aucun produit? Parce que nous importons moins de pesticides et la Côte d'Ivoire, par exemple, premier producteur mondial, vous me corrigez si je me trompe, hein, de cacao, je crois. Cacao, banane, noix de cajou, anacarde, voilà. Ils sont premiers. Oui. Est-ce que c'est parce que l'importation des pesticides, la pratique des bons usages, comme vous l'avez dit tantôt, l'encadrement, la communication, est-ce que l'ensemble de tous ces facteurs-là booste leur production comparativement aux nôtres? Bon, l'importation, la Côte d'Ivoire importe beaucoup plus de pesticides justement parce que les surfaces cultivables en Côte d'Ivoire sont plus importantes qu'au Cameroun. Okay. Les surfaces sont plus importantes. Pourquoi est-ce que les surfaces sont plus importantes? Là, je regarde du côté des acteurs, les acteurs qui sont actifs sur le terrain. Aujourd'hui, quand vous regardez les acteurs qui sont présents sur le terrain, beaucoup, c'est les planteurs camerounais, illettrés, qui se débrouillent 1 hectare, 2 hectares, demi-hectare, tout ça. En Côte d'Ivoire, vous avez des expatriés, des gros groupes industriels. Des groupes industriels qui sont installés, et beaucoup plus, ce n'est pas des Ivoiriens, beaucoup plus, c'est des étrangers qui sont venus s'implanter. Au Cameroun, ce phénomène, il n'y en a pas énormément. Je ne peux pas, parce que dans la cacaoculture, je ne sais pas si je peux citer 10 ou 5 producteurs expatriés qui sont installés et qui font vraiment dans la culture intensive du cacao. Moi, je ne peux pas compter, mais en Côte d'Ivoire, ça se voit un peu partout. Donc, l'une des raisons pourquoi la Côte d'Ivoire importe un peu beaucoup plus de... Ils ont beaucoup plus de surface. Beaucoup plus de surface cultivable. Cultivable, ouais. Ok. D'accord. Ils sont déjà en train de la saturation, parce que au Cameroun, les espaces et les surfaces arables, je crois que j'ai vu une étude dernièrement qui disait au Cameroun, on a à peu près, je ne sais pas si mes souvenirs sont encore très bons, on a à peu près 60% des surfaces arables. Parmi lesquelles, pas encore exploitées. Parmi lesquelles on n'a que 80%, non, on n'a que 14% exploités. Voilà, donc on a encore beaucoup de possibilités sur le domaine agricole à explorer au Cameroun. Il y a beaucoup de place encore. Donc, moi je pense que si toute cette surface arable qui sont encore disponibles au Cameroun sont mises en valeur, je pense qu'on va passer au-dessus de la Côte d'Ivoire en termes d'utilisation de pesticides. On passera au-dessus. Parce qu'au Cameroun, on a une multitude de cultures que nous faisons. Donc, je pense que si tous ces surfaces sont mises en valeur, on va passer au-dessus. Ça ne vous gêne pas que nous ne soyons premiers en rien?
Ça me gêne énormément. Quand vous discutez souvent avec vos amis, les décideurs. Vous savez, quand vous regardez aujourd'hui, moi je dis personnellement c'est inquiétant. Ce que je vois aujourd'hui avec le monde rural que je fréquente tous les jours, moi en tant que producteur, acteur du monde rural, acteur du monde rural, c'est très inquiétant parce que dans les villages, vous ne pouvez pas trouver des jeunes prêts à travailler. On ne trouve pas des jeunes prêts à travailler. Les jeunes ne veulent pas travailler. Vous allez trouver le rare de jeunes, les peu de jeunes que vous allez trouver. Ils vont d'abord vous demander un salaire qui est très élevé. Vous allez accepter. Une fois qu'ils commencent à travailler chez vous, ils sont là pour faire des économies. Et une fois qu'ils ont déjà 200 000, 250 ou 300 000, ils s'en vont acheter le Benskin. Une fois qu'ils ont le Benskin. Une fois qu'ils ont la moto, c'est terminé. Ils cotisent pour aller à l'étranger. Non, une fois qu'ils ont le Benskin, ils se mettent à faire le transport. On oublie l'agriculture. Et comme vous le dites, une fois que le Benskin est là, on fait la cotisation pour prendre la route de l'eau et peut-être aller mourir ou arriver en Europe, là où on pensait être la terre promise et commencer à souffrir tel qu'on les voit tous les jours quand on se retrouve de l'autre côté. Comment inverser cette tendance selon vous? Moi je dis inverser les tendances. D'abord c'est ce problème, inverser la tendance. Je peux dire c'est un peu assez compliqué parce que beaucoup, ils vont de l'autre côté parce qu'ils se disent la terre promise, c'est de l'autre côté. Moi, je dis la première chose, c'est d'abord que ceux qui sont de l'autre côté commencent d'abord à dire à leurs frangins qui sont au Cameroun, c'est pas cultiver la terre, voilà, ce n'est pas ce que je croyais. Parce que vous allez vous rendre compte, quelqu'un qui aujourd'hui, moi je trouve des gens qui sont prêts à mettre 5, 6 millions, 10 millions pour se retrouver en Europe. Mais si je dis à beaucoup qu'en Europe, là, ce n'est pas facile de trouver un Européen qui a 3 millions de francs CFA dans son compte. Mais ici, nous avons des gens qui prennent 3, 4, 5, 6, 10 millions de francs pour se mettre sur la route. Pourtant, c'est déjà un bon investissement pour faire de l'agriculture. C'est un gros capital. Une fois qu'il va arriver en Europe, il va se rendre compte que 10 ans après, il n'a jamais pu avoir 3 millions qu'il avait au Cameroun. Il n'a jamais pu avoir. Okay. Aujourd'hui, les statistiques montrent que la population du monde est en train de grandir. On aura faim. L'avenir de ce pays, le lendemain, c'est dans l'agriculture. Ceux qui investissent aujourd'hui dans l'agriculture assurent une postérité et pour eux-mêmes et pour leur progéniture, pour leur descendance même. D'accord. Nous allons maintenant aborder un autre sujet. L'outillage agricole au Cameroun, les machines agricoles, nous constatons que beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup d'agriculteurs vont chercher les machines en Chine, au Portugal, en Espagne, en France, pour ne citer que ces quelques pays. Qu'est-ce qui cloche? Mais je ne sais pas, vous aurez voulu qu'on fabrique localement? À vous de nous dire, vous êtes un acteur du domaine. Bon, certainement, vous êtes l'un des importateurs à votre niveau. Quand moi je regarde la simple bicyclette, nous n'arrivons pas à fabriquer la simple bicyclette. Nous n'arrivons pas à fabriquer le simple pouce. Mais comment vous voulez-il qu'on fabrique un engin avec un moteur à 4 temps, un moteur à explosion? Les autres ont commencé comment? Ceux chez qui on va acheter? Bon, moi je dis... nous avons des ingénieurs qui sortent des écoles et si je veux parler seulement de ma simple expérience, on n'arrive pas déjà à fabriquer la moto. Parce que pour fabriquer la moto, c'est un ensemble de pièces qu'il faut pour assembler. Et il faut des usines, la sidérurgie, tout ça pour arriver là. Si je vous comprends bien, on ne fera jamais rien. On va passer le temps à importer. Est-ce qu'on ne pourrait pas travailler avec les universités technologiques? Est-ce que, bon, moi je parle des gens qui ont les moyens, qui peuvent très bien entreprendre ce genre de processus avec les universités, mais qui préfèrent importer. Peut-être parce qu'ils se font plus d'argent. Là, c'est les politiques. Là, non, là, vous mettez en touche. Ah non, non là, c'est les politiques, parce que nous, là, nous, on est agriculteurs, on reste dans nos champs. Les orientations politiques, les orientations en ce qui concerne les investissements,
de ce genre, de ce type, c'est pas de la compétence d'un planteur, des planteurs que nous sommes. Donc, non, là, monsieur Ténéla, vous bottez en touche, là, vous bottez en touche. Non, ça c'est vrai en plus, parce que c'est une politique, par exemple. Décider, par exemple, de mettre une usine qui va fabriquer des tracteurs, qu'il va fabriquer ci ou ça c'est l'État qui décide, par exemple, compte tenu, par exemple, comment je peux dire, du nombre. Et puis, ce que nous devons oublier, c'est que s'il faut, disons, supposons, investir dans un domaine pour produire, par exemple, des caterpillars ou produire des engins agricoles. Prenons les engins agricoles à petite échelle. Oui. Moi, je ne parle même pas des caterpillars. Je ne parle pas des moissonneuses, batteuses. Oui. Je ne parle pas. Je parle des engins à petite échelle, oui, qui peuvent peut-être remplacer la maman qui se courbe avec la roue. On est déjà en train d'évoluer puisqu'on fabrique déjà les roues localement. On fabrique des machettes localement. On fabrique ça depuis. Oui, on fabrique beaucoup. Depuis, je ne sais pas depuis combien de temps, mais il y a déjà un début. On a déjà commencé à fabriquer la roue, on fabrique déjà la machette. Et puis, j'ai déjà remarqué localement des gens qui achètent des tracteurs et puis la charrue, par exemple, se casse ou bien s'abîme. Et que localement, il y a des gens qui essayent, par exemple, avec une armature en ferraille solide, de pouvoir fabriquer localement. C'est déjà un début. Donc, moi, je dis, il y a un début à tout, mais je voulais aborder quelque chose tout à l'heure en disant, vous savez, même pour mettre une usine, par exemple, s'il faut mettre une usine pour fabriquer des machines agricoles, il faut d'abord qu'on regarde, est-ce qu'il y a le marché? C'est pour vendre combien de pièces? Parce que si on doit mettre une usine pour fabriquer des machines, pour vendre 10 machines, ou 15, ou 50, ou 100, ou 200, ça ne vaut pas la peine. On ne pourra pas rentrer dans les investissements. Mieux vaut importer. Parce que quand vous regardez l'agriculture camerounaise, l'architecture, combien de personnes ont un hectare? Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Alors, même ceux qui ont un hectare, est-ce que c'est des terres qui peuvent se travailler avec un tracteur? C'est des terres où vous allez trouver, il y a avocatier, prunier, manguier, tout est mélangé là-bas dedans. Est-ce qu'un tracteur peut y entrer? Non. Donc, moi je pense déjà... En fait, on ne fait pas encore l'agriculture industrielle à grande échelle. On ne fait pas l'agriculture industrielle. J'ai dit, quand je prends la zone où j'ai grandi, qui est l'Ouest Cameroun, quand je vais même du côté du centre, je remonte, vous allez dans un champ. Il n'y a que vers le nord que vous trouvez, franchement, ce genre d'espace qui peuvent être mécanisés. Mais quand vous descendez là, c'est le prunier, c'est le manguier, c'est l'avocatier, c'est un peu de tout. Un engin ne peut pas entrer travailler dans ce contexte. Donc, même pour investir dans des usines, pour produire des machines, il faut déjà qu'on regarde pour voir s'il y a le marché. Non, ça ne sert à rien. De suite, je suis d'accord avec vous. Certainement, il n'y a pas de marché. Parce que vous savez, j'ai dit tout à l'heure, il y a une volonté politique peut-être. Mais la seule volonté politique ne suffit pas. Je suppose par exemple, il peut y avoir un fabricant, un constructeur italien, un constructeur français ou un constructeur chinois qui regarde le marché camerounais. Il se dit, OK, il y a un potentiel ici. Le fait qu'il y ait un potentiel va faire que l'investissement se fasse, même privé. Mais si jusqu'ici, rien n'est fait, c'est justement parce que le marché, parce que si on va prendre les statistiques des importations de tracteurs ou de motoculteurs, même le motoculteur, il y a combien de personnes au Cameroun qui ont des motoculteurs? Descendons plus bas. Parce que même le motoculteur peut vous faire à peu près 2-3 hectares par jour. Combien de personnes ont 3 hectares? Donc, pour dire, ce n'est pas que c'est les moyens pour faire 3 hectares qui manquent. Parce que quand moi je vois des gens qui font des économies de 3, 4, 5, 6, 10 millions pour prendre la route de l'Europe, je dis, ces 10 millions-là, il aurait investi peut-être 3 millions sur un motoculteur, il se serait déplacé un peu pour aller du côté de l'Est, là il aurait eu des grands étendues, il pourrait faire 5 hectares, ben, ce monsieur devient hyper riche en 2-3 ans. Donc, moi je dis, il faudrait d'abord que nous prenions conscience, parce que le problème au Cameroun, c'est qu'on ne veut même pas travailler. Tout le monde veut mettre la veste. En fait, le système éducatif, même tel que j'ai même constaté depuis le début, on nous a formés depuis l'école primaire pour mettre la veste. Moi, je ne prends l'exemple qu'à moi, avec moi. Moi, quand moi je fréquentais, je savais que je serais fonctionnaire, ainsi de suite, mais j'ai été désillusionné quand j'ai eu le bac.
Parce que quand j'ai eu le bac, j'ai été désillusionné. Moi, c'était que je dois être fonctionnaire, je dois mettre la veste, c'est ce que je rêvais. Mais est-ce qu'au Cameroun, on forme des gens pour être des entrepreneurs? Est-ce que le système éducatif permet aux gens d'être des entrepreneurs? Non. On nous forme pour être des fonctionnaires. Moi, j'ai eu à dire un jour, je regarde toutes les chaînes de télévision au Cameroun, puisque tout le monde regarde la télé. C'est depuis un certain bon bout de temps que je vois sur certaines chaînes de temps en temps et de façon sporadique des émissions sur l'agriculture. Dans un pays où on dit qu'en 2035, l'émergence passe par l'agriculture. Est-ce que c'est les émissions pour meubler l'agriculture qui manquent? Certainement. Non. En 365 jours, si vous prenez les 365 jours que compte l'année, à chaque jour correspond une activité agricole qui est en train d'être menée quelque part. À chaque jour, pour lequel on pouvait être en train de faire une émission et de diffuser cette émission. Je vais prendre un exemple tout simple. Si par exemple on se met, parce qu'actuellement là on est en train de faire, de semer du maïs dans certaines zones, de sacler dans certaines zones, et que l'on se mette à voir des émissions dans lesquelles on encourage par exemple, on montre comment on sacle du maïs, on montre comment on met de l'engrais, on montre comment on désherbe, on montre comment on fait ci. Même la maman qui ne connaît pas lire, qui ne connaît pas écrire, il a son fils qui est là devant la télé, qui écoute, qui voit. Qu'est-ce qui va se passer quand ils vont arriver au champ après? Quand la maman va être en train de faire une erreur, il va dire, non maman, j'ai vu sur Agri TV que ce n'est pas comme ça qu'on fait. J'ai parlé tout à l'heure des bonnes pratiques agricoles. Combien de chaînes de télévision peuvent dire aux gens, écoutez, on a un gros problème. Aujourd'hui, on se rend compte que peut-être il y a beaucoup de maladies que nous suivons aujourd'hui qui est dû au fait que on utilise mal les pesticides ou bien que une fois après avoir utilisé le pesticide, on prend l'eau, on met dans le bidon qu'on vient d'utiliser, on rince un peu, puis on met son vin de palme, on commence à boire. C'est du poison qu'on est en train de boire. Combien de personnes le savent? Donc, moi je dis, la télévision, les chaînes de télévision au Cameroun ne font pas leur travail. Pour un pays qui dit que en 2035, on doit être émergent en agriculture, je pense qu'on devrait avoir au moins 10% des programmes qui sont consacrés à l'agriculture. Des programmes pédagogiques. Voilà, parce qu'on peut ne pas avoir des lycées agricoles comme on n'a pas eu dans le temps et que, bon, il y a Bassi qui ouvre bientôt, mais on peut passer par la télévision pour passer des messages aux producteurs, pour les dire comment est-ce qu'il faut faire ceci. Fiche technique de la tomate, on prend jour après jour. Et comment se fait la fiche technique? Mais c'est au champ avec un producteur. Caméra, aujourd'hui, voilà, on va défricher. On est en train de vouloir faire la tomate. Jour 1, on a défriché. Jour 2, on a remué la terre. Jour 3, on a fait la pépinière. On a fait. Jour 4, on vient, on monte, c'est en train de pousser. Jour 4, jour peut-être 10 ou 15 ou 20, transplantation. Jour 12, fertilisation, 15, ainsi de suite. On voit comment ça grimpe. Oh là, on vient un autre jour. Début d'attaque de mildiou ou bien attaque de mouche blanche. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut traiter, il faut utiliser un peu de lambda cyhalotrine, il faut utiliser un peu de mancozeb. On progresse, ainsi de suite, jusqu'à l'apparition des premières fleurs. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Les premiers fruits commencent à apparaître. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Il faut mettre le tuteur attaché. La récolte commence. Attention, on vient de pulvériser, on a pulvérisé tel produit tel jour. Ça veut dire, même cette tomate-ci qui fait semblant d'être mûre, on ne peut pas le cueillir parce qu'on doit attendre tel nombre de jours. Ok, aujourd'hui, on est déjà en train de vouloir cueillir déjà parce qu'on a attendu tel nombre de jours, on va au marché, ainsi de suite. Moi, je pense que on va même au marché. On est allé au marché aujourd'hui, on a vendu le cajou, on a accueilli 20 cajots hier, on est allé au marché aujourd'hui. On a vendu le cajou peut-être pour 8500 ou 5000. C'est un reportage qu'on fait. Et en fait, on fait un reportage sur la chaîne de valeur. Jusqu'à la fin. Et à la fin, on sort un compte d'exploitation. On dit exactement, voilà combien on a gagné. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est quand j'ai commencé l'agriculture,
que j'ai compris que l'agriculture, il y a de l'argent dans l'agriculture. Peut-être la faute aussi, c'est à nos parents. Est-ce que nos parents ont pris la peine de dire à leurs enfants, écoutez, vous êtes 10, je vous ai élevé, vous tous 10 là sur mes 2 hectares que j'ai derrière la maison. C'est après un certain nombre de temps que j'ai commencé à réfléchir. Effectivement, nous sommes tous des enfants d'agriculteurs. Oui, mais j'ai commencé à dire que, mais tiens, le papa, il avait 10 enfants, mais il a envoyé tout le monde à l'école sans problème. Mais quels étaient ses revenus? Ça venait d'où? Il n'avait pas une autre revenu, c'est uniquement de la plantation. Il avait 2-3 hectares de plantation où chaque samedi, il amenait tous ses enfants qui travaillaient, on faisait la récolte, et c'est les fruits de cette agriculture qu'on mangeait une partie, on en vendait une autre, et c'est avec une partie qu'il payait la scolarité, qu'il faisait les soins, et derrière la maison, on avait une petite porcherie où on devait ramasser tous les déchets de la cuisine pour jeter là-bas, les déchets de l'agriculture pour envoyer, pour nourrir ce porc, et ce porc qui était un peu comme la banque, parce que quand il y avait un problème sérieux, c'est le porc qu'on prenait pour aller vendre, pour les autres. Alors, quand vous regardez ça, on se rend compte que l'agriculture, il y a beaucoup d'argent dans l'agriculture. Peut-être nos parents n'ont pas pris la peine de nous dire, ou bien le parent, quand il était au champ en train de travailler, lui-même sa vision, c'est que non, mon enfant ne souffrira jamais. Mon enfant doit être procureur de la République. Mon enfant doit être juge. Mon enfant doit être responsable de chez les impôts. Bref, il doit mettre la cravate et commander. Mais est-ce que tout le monde peut le faire? Moi, je dis, aujourd'hui, nous devons élever des enfants en leur faisant comprendre. Ils doivent être des chefs d'entreprise. Agricole. Agricole, pas seulement agricole. Dans toute la chaîne. Ils doivent être des chefs d'entreprise et non des demandeurs d'emploi. Parce que si déjà l'enfant, avant d'aller à l'école, sait je dois être chef d'entreprise, moi je dois produire, il doit commencer déjà à regarder quelle est l'entreprise de son père. Qu'est-ce que mon père fait pour me nourrir? C'est dans ce domaine-là précis que tu peux avoir de l'expérience, puisque tu peux être déjà coaché par ton père. Il peut déjà te dire comment il fait pour te nourrir. Comment il fait? Mais toi, pendant que tu es en train de grandir, tu peux réfléchir sur la façon avec laquelle tu peux améliorer son business. Donc, élevons des enfants en leur mettant dans la tête qu'ils doivent être des créateurs d'entreprises et non des demandeurs d'emploi. Et non des demandeurs d'emploi. Ok. Monsieur Téné, depuis un certain temps, on entend beaucoup parler du Made in Cameroun. Oui, du Made in Cameroun. Du Made in Cameroun. Bons en mal an, les agriculteurs qui n'arrivent pas à écouler leur production pour diverses raisons se débrouillent à conditionner leurs produits. On en voit un peu partout, mais on constate quand même qu'il y a encore du chemin à faire. Quelles sont vos impressions dans ce domaine du Made in Cameroun? Je ne sais pas si vous pouvez permettre un peu qu'on rentre en arrière, parce qu'on est, on est en train de boucler l'agriculture. Bien sûr. Avant qu'on arrive au Made in Cameroun. Parce que le Made in Cameroun, c'est toujours l'agriculture. Voilà, parce que le Made in Cameroun, on ne peut manufacturer que ce qu'on a produit. D'accord. En fait, ce que je voulais aborder un peu, rentrer un peu en arrière, pour dire, c'était pour parler toujours de l'agriculture, pour dire, je ne sais pas si les Camerounais sont au courant de ce que nous dépensons annuellement pour importer le maïs. Je dis bien le maïs. Donnez-nous le chiffre. Est-ce que les Camerounais savent combien on dépense par an pour faire venir du maïs du Brésil et de l'Argentine? Est-ce que c'est les espaces pour cultiver ce maïs au Cameroun qui manquent? Non. Il y a suffisamment d'espace. Est-ce que les Camerounais sont au courant de la quantité de soja que nous importons par an pour la nutrition animale? Est-ce que c'est les surfaces pour cultiver ce soja qui manquent? Est-ce que les Camerounais ont les 6 chiffres de l'argent qui est dépensé chaque année pour importer du riz, pour importer de la tomate, pour importer de la farine de manioc, pour importer les arachides, pour importer le haricot? Est-ce que c'est les espaces qui manquent pour faire ces cultures? On importe même déjà le safou du Gabon. On importe l'huile de palme. L'huile de palme du Gabon. On importe l'huile de palme. Les oranges du Nigeria. On importe les oranges du Nigeria. Nous importons tout. Est-ce que nous ne pouvons pas produire
Pourquoi les gens prennent la route de l'Europe? On a beaucoup de potentiel sur place. Donc, avant d'arriver au Made in Cameroun, je dirais, l'État peut avoir la volonté d'impulser un domaine, mais tant que chaque Camerounais ne peut pas comprendre que ce n'est pas, on ne gagne pas de l'argent avec la veste. Non, il faut se désabrier, il faut mettre des bottes, il faut descendre. Parce qu'il y a des moments où je dis, quand vous rentrez un peu dans la Bible, quel est le premier travail que Dieu a donné, qui nous a mis sur la terre aux hommes? C'est la terre. C'est la terre. Pourquoi aujourd'hui on va loin? C'est l'élevage, la terre. C'est l'élevage et l'agriculture. Pourquoi nous allons loin? Nous sommes le fruit de quelqu'un qui nous a mis et il nous a dit, voilà ce que vous devez faire. Pourquoi on se détourne de ça? Il nous a déjà dit, voilà. C'est un peu comme vous fabriquez une voiture aujourd'hui et vous donnez le mode d'emploi de la voiture. Et qu'on prend, on ne regarde pas le mode d'emploi. Donc, juste pour dire, et pour encourager les gens, tous ceux qui sont aujourd'hui en train de vouloir commencer une activité agricole, il est extrêmement rentable. Il est extrêmement rentable. Même comme il y a beaucoup de problèmes aussi là-bas dedans. Parce que je voulais évoquer un aspect que vous n'avez pas évoqué. Les producteurs, dans les villages aujourd'hui, il y a un problème de vol, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui cultivent et qui reviennent le lendemain et trouvent que tout a été récolté. Ils trouvent que tout a été récolté. Comment c'est possible? Mais on a récolté tout. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée chez un de mes voisins à l'ouest Cameroun. C'était au moment de la récolte du haricot. Ben, il y a des brigands qui s'habillent comme des femmes. C'est-à-dire, ils mettent des cabas, ils attachent des foulards. Mais ils viennent dans votre exploitation, ils récoltent tout votre haricot, mais ils partent avec. Mais quand vous êtes de passage, parce que généralement, trouver un homme qui est en train de récolter et de battre du haricot, c'est inhabituel. C'est généralement les femmes qui le font. Elles s'habillent donc comme, ces gens s'habillent donc comme des femmes, avec des cabas, foulards attachés, et ils vont battre, récolter. Un autre problème. Cultiver, c'est très bien, mais ça a aussi beaucoup de problèmes. Parce que quand vous mettez des gens au champ à travailler, on laboure, il n'y a pas de problème. Très bien, puisque c'est visible. Vous leur donnez les semences, on détourne les semences. Vous donnez l'engrais, on détourne l'engrais. Vous donnez les produits pour traiter, on détourne les produits pour traiter. À la fin, vous allez venir dans un champ, trouver le champ dans un état... C'est là où vous allez vous rendre compte que le maïs que vous avez donné peut-être 50 kg de maïs de semer, on n'en a semé que 20. Quand vous allez demander, on vous dit que non, ce n'est pas sorti. Il faut reprendre encore, il faut racheter. Quand vous traversez l'étape où c'est sorti, vous donnez les engrais de mètre, vous donnez 20 sacs, on n'en met que 15 ou 10. Si on vous aime trop, on met 15. D'autres, on divise carrément 50%. Les restes là, on cache ça dans les brousses et dès que vous êtes parti, on porte, on va avec. On va vendre. On va vendre. Après, au niveau des traitements, c'est pareil. Le jour où vous allez traiter, on vous a dit par exemple que pour traiter cet espace, il faut 2 litres par hectare. Vous donnez 2 litres, on en met la moitié. Vous allez être surpris seulement de voir des maladies qui ne font que s'accélérer dans votre champ. C'est là où peut-être vous allez appeler un spécialiste, on va vous dire, vous n'avez pas fait le traitement. Vous allez dire, non, mais j'ai acheté les produits. Acheter les produits ne suffit pas. Donc aujourd'hui, à l'intention de tous les producteurs, souffrez souvent de prendre du temps d'être au champ. En fait, l'agriculture, c'est un travail permanent. Voilà. C'est-à-dire qu'à des moments précis, parce que tout comme vous avez une boutique et que vous passez tout le temps à boucher les trous que créent les employés tous les jours à travers des petits détournements, il y a beaucoup qui pensent que dans l'agriculture, ce sera différent. C'est la même chose. Vous devez être là tous les jours pour contrôler, pour regarder, parce que si vous perdez une seule minute d'attention, ne restez pas à Paris, vous prenez de l'argent, vous postez, vous dites que non, ça c'est pour, on m'a dit que le maïs donne 8 tonnes à l'hectare, vous envoyez ça, vous postez, faites-moi du maïs là, je vais venir récolter. Vous allez venir même 500 kg par hectare, vous ne verrez pas, même 100 kg, vous n'aurez pas. L'agriculture, c'est un business comme tous les autres, avec tous les mêmes problèmes que l'on rencontre dans une boutique que vous ouvrez. Il faut mettre un gardien, il faut de la sécurité. Donc que les gens ne pensent pas aujourd'hui que l'agriculture, non. Parce que j'ai vu des gens rester à Yaoundé, poster de l'argent à 200-300 km. Faites-moi le cacao là.
Bon, et puis 1 an, 2 ans, ah oui, ben, j'ai une grande cacaoyère au village. Quand il débarque un jour au village, oui, ma cacaoyère. Tout le monde commence à disparaître parce qu'il n'y a rien. Il a même acheté des plants. Il dit que mais pourtant j'ai acheté des plants. J'ai envoyé les plants, j'ai envoyé des engrais, j'ai envoyé l'argent pour faire la trouaison. Quand il demande de temps en temps qu'on lui envoie des photos, on filme le champ du voisin et on lui envoie. Donc l'agriculture, c'est une activité pour laquelle nous devons être là de temps en temps. C'est une entreprise. Et on ne gère pas une entreprise à distance. Nous devons être sur le terrain pour regarder. Donc ça, c'était un peu pour clore le volet agriculture. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on rencontre dans les problèmes, ce n'est pas tous les problèmes, mais ça, c'est un peu l'essentiel. Mais il y en a plein aussi qu'on rencontre. C'est la même chose que toutes les entreprises. Les entreprises ont des problèmes. L'agriculture, l'entrepreneur agricole a des problèmes qui sont similaires à une entreprise. Il a aussi les problèmes de financement, par exemple. Oui, il a des problèmes de financement, mais aujourd'hui, heureusement, il y a beaucoup de structures, tant de microfinance que de banques de première ordre, banques qui font du crédit agricole. Et n'oublions pas aussi qu'il y a beaucoup de soutien de l'État, hein, beaucoup de soutien de l'État au niveau de la production agricole. Donc, que les jeunes qui se lancent sur la route de l'eau, sachent que l'État soutient énormément. Hein, peut-être qu'ils n'ont pas l'information, comme toujours. Bon, oui, ben, généralement, il faut qu'ils commencent. S'ils commencent à produire effectivement, ils vont se rendre compte que les producteurs se regroupent en coopératives et dans les coopératives, l'information passe. Okay. Revenons sur le Made in Cameroun. Comme je l'ai dit tantôt, on constate une floraison de produits Made in Cameroun sur le marché. Mais généralement, on a l'impression que ces produits Made in Cameroun restent entre les promoteurs de ces produits. Les supermarchés, au niveau des supermarchés, on n'en voit pas. Au niveau des marchés, on n'en trouve pas. Les consommateurs, très souvent même, goûtent ces produits. Je repose la question. Quelles sont vos impressions à ce niveau-là? Oui, le Made in Cameroun. Moi, je vais dire, quand on regarde les consommateurs qui n'en veulent pas, moi, personnellement, il y a un gros tapage sur le Made in Cameroun, d'accord. Je suis déjà content que les gens prennent conscience du fait que nous devons transformer ce que nous produisons. Mais nous sommes encore à l'étape où les gens ont pensé, tout le monde est en train de tomber là à l'intérieur et il y a du n'importe quoi qui est en train d'être fait. Mais c'est déjà très bien que beaucoup de gens soient déjà en train de penser qu'il faut le faire. C'est très mal fait pour l'instant et c'est pourquoi beaucoup de gens se méfient. Et là-dessus, j'ai eu à visiter peut-être souvent des petites unités de production, franchement. Mais je dis, on ne doit pas se décourager, on doit encourager, j'ai beaucoup encouragé des gens, des producteurs, à améliorer surtout la salubrité. Il est vrai qu'il y a la norme. Pour l'instant, ce n'est pas encore peut-être les grands contrôles qui se font, mais moi je pense que l'État ne doit pas croiser la main comme ça pour toujours. À un certain moment, l'État doit réagir et passer à l'étape répressive. Pour quelqu'un qui veut produire quelque chose, on peut faire un produit artisanalement, vraiment artisanalement, mais le faire tellement propre, vraiment propre, que tout le monde soit content de le consommer. Mais généralement, pour des petites structures que j'ai eu à visiter, c'est tellement mal propre. Et ces produits, généralement, comme vous avez parlé des grandes surfaces, il y a des grandes surfaces qui aujourd'hui n'en veulent plus. Pourquoi? Parce que vous avez pris un produit qui, normalement, vous voyez une étiquette, c'est écrit dessus, la date de péremption, c'est 1 an. Sur d'autres, vous allez trouver 2 ans. Mais il y a des produits qui explosent pratiquement à votre rayon. Mais attendez, quand vous avez pris un produit, vous mettez que ça explose à votre rayon. 2, 3 semaines ou 1 mois après qu'on vous a livré ce produit, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez tranquillement le gars qui a livré et vous lui demandez de débarrasser le rayon. Donc, en fait, c'est un peu ça. Mais je dirais, l'État du Cameroun, par exemple, ça c'est ce qui est important de le savoir,
a pris beaucoup d'avance là-dessus en créant, depuis je ne sais pas combien d'années, l'Université de Ngaoundéré existe. C'est une université qui a pour vocation la transformation alimentaire. Donc, nous avons des ingénieurs qui sortent de Ngaoundéré, qui sont là pour assister tous ceux qui ont envie de faire de la transformation, de leur assister dans des petites transformations. Et puis là aussi, je peux aussi inviter des gens à lire, parce que tout produit que l'on doit transformer, il y a un processus qui est écrit, qu'on doit quand même lire et respecter. Mais au Cameroun, on a beaucoup plus de problèmes de conservation. Parce que vous avez, si je veux parler, tout le monde connaît comment on cuisine du ndolé, tout le monde connaît comment on fait la poudre de cacao, tout le monde connaît comment on fabrique ci ou fabrique ça, mais le problème c'est la conservation. Comment est-ce qu'on doit traiter le produit pour qu'il puisse mettre 2 ans? Comment traiter pour qu'il puisse faire 1 an ou 6 mois? On n'a aucun organisme au Cameroun capable de le faire, même les ingénieurs de l'INSAI de Ngaoundéré. Bon, il y a les ingénieurs de l'INSAI de Ngaoundéré. Bon, il est aussi vrai que pour certains que j'ai eu à rencontrer, le gars va te dire, bon, gars, il faut savoir que quand nous on était à l'école là, c'était beaucoup plus les écrits. Donc la pratique là, vraiment, en dehors peut-être des brasseries où on est allé quelquefois, ben, on était tellement nombreux que bon, on ne pouvait rien toucher. Ou en dehors de tel, il n'y a pas de structure, de grosse structure agro, ou Nestlé, ou vraiment. Donc, ils n'ont pas vraiment eu le temps de faire la pratique. Donc, tout ce qu'ils ont dans la tête, c'est la théorie. Mais je pense quand même que quand ces gars s'y mettent quand même, même en faisant des essais successifs, ils arrivent à faire quelque chose d'un peu plus stable. Au niveau du Made in Cameroun, c'est vrai, on constate qu'il y a des problèmes de conservation, comme vous avez dit. Il y a aussi des problèmes d'emballage. Oui, il y a beaucoup de problèmes d'emballage. Énormément. Un produit qui est mal emballé n'attire pas. Oui, ben, vous allez voir des gens qui récupèrent les vieilles bouteilles d'eau pour mettre des jus à vendre. On va ramasser des bouteilles de partout. On ne sait pas si on les lave, si on les désinfecte. On va mettre un produit et mettre sur un étagère. Vous allez voir un produit... Comment résoudre ce problème? Moi, je dis, quand vous regardez, par exemple... Moi, il faut encore importer. Vous prenez un produit et vous le touchez. Là, vous voyez le bouchon, c'est Coca-Cola. Mais à l'intérieur, c'est pas... Donc, il y a un sérieux problème au niveau de l'emballage, au niveau du Cameroun. Mais moi, je pense que les hommes d'affaires sont interpellés là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a une nécessité des investissements. Je pense parce qu'il y a un marché déjà. Il y a un marché, un très gros marché même derrière. Je pense même déjà qu'il y a déjà beaucoup de structures qui sont déjà ouvertes sur Douala. Parce que j'en connais personnellement au moins 4 déjà ouverts sur Douala qui produisent déjà des emballages en PET. Ce qu'on constate aussi, c'est que ces emballages sont identiques. Oui, c'est identique. C'est-à-dire, vous trouvez telle entreprise qui fait dans un domaine différent d'un autre, vous avez les mêmes bouteilles, vous avez les mêmes emballages, il n'y a que l'étiquetage qui est différent. Mais, ça aussi, ça interpelle. Mais écoutez, moi, je vais vous dire, il y a encore un problème de fond de départ. Quand, par exemple, moi, j'ai été à Socaver dernièrement avec une responsable de la Chambre d'agriculture. Nous y sommes allés pour demander qu'on nous fabrique des emballages pour les mettre à la disposition de certains producteurs. Mais on nous a demandé, il nous faut 20 millions de francs CFA pour un moule. 20 millions de francs CFA pour avoir un moule. Et quand vous avez déjà votre moule qui coûte 20 millions, vous devez commander chaque fois 300 000 unités de votre produit. Nous avons fait un petit calcul pour le modèle que nous avions choisi. Nous étions à 65 millions de francs. Je dis bien 65 millions. Il y a de quoi importer. Donc, quand il faut vous demander à un petit producteur qui est en train de vouloir lancer un petit produit, il lui faut débourser 65 millions pour la bouteille. Combien il doit mettre pour acheter la machine? Combien il doit mettre pour acheter la matière première? Combien il doit mettre pour construire le bâtiment? Combien? Mais attends, il est clair que le Made in Cameroun, ce n'est pas pour demain. Même comme il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Justement, il y a beaucoup de gens qui importent.
Mais quelle quantité on importe? Quand vous vous rendez compte, par exemple, on a fait des stimulations sur le même produit qu'on voulait fabriquer localement. À l'importation, vous prenez un conteneur de 40 pieds. Il ne peut prendre que 175 000 unités, uniquement. Parce que c'est un produit qui est volumineux. Ce qui fait donc que vous vous rendez compte que quand le produit, tu importes cette bouteille de l'étranger, qui arrive, le prix est sensiblement meilleur que de le prendre sur place, quand vous mettez votre produit à l'intérieur finalement, il est invendable. J'ai eu à rencontrer des gens qui ont eu à respecter les standards. Ce n'est pas tout le monde qui ne produit pas des bons produits. Il y a beaucoup de gens qui font des bons produits. Très bien faits, bien emballés, bien traités, bien conservés. Tout est là. Mais ça arrive sur le marché à combien? Et même jusque-là, les Camerounais vont beaucoup plus. Il y a même des produits qui sont fabriqués localement, qui sont moins chers à cause de la matière première qui est locale, moins cher qu'un produit importé. Mais quand on met les deux sur les rayons, Made in Cameroun, Made in France, tout le monde prend le Made in France. Au Cameroun, on aime le Made in France, on aime le Made in Europe, on aime... En fait, nous avons une consommation externalisée. Très bien. Donc, on aime ce qui vient de l'étranger. Peut-être qu'on aime ce qui vient de l'étranger, parce que ce qui fabrique, ce qui vient de l'étranger, vient de l'étranger. Mais vous allez voir, quand un Camerounais est pauvre, qu'est-ce qu'il mange? Le bâton de manioc. Il mange le bâton de manioc, il mange ses graines, il mange mange ses arachides, son haricots, il mange tout ce qui est bio. Dès qu'il a un peu d'argent. Mais dès qu'il a l'argent, qu'est-ce qu'il commence à manger? Il mange tout ce qui est toxique. Les OGM, les champagnes. En passant, nous, on est parmi les meilleurs consommateurs. Importateurs, ouais. Donc, quand le Camerounais a de l'argent, il mange bio. Quand il n'a pas d'argent, plutôt, il mange bio. Mais une fois qu'il a de l'argent, il mange des OGM. Donc, il se détruit de la santé. Il se détruit la santé une fois qu'il a de l'argent. Nous voulons bien produire du Cameroun. Et puis, je me rappelle un peu un slogan du chef de l'État qui est assez vieux. Consommons camerounais. Il y a beaucoup de produits qui sont faits localement dans les normes. Consommons-les. Parce que ce n'est qu'en faisant cela que nous allons arriver à économiser des devises. Notre riz, qui est cultivé à Maga, qui est fait à Ndop, qui est fait à Sanchou, qui est fait à Makenene. Pourquoi ne consommons pas ce riz? Nous préférons le riz importé. Pourtant, ce riz est 10 fois plus riche. Est-ce que le riz que nous produisons au Cameroun suffit déjà pour la consommation locale? Est-ce qu'on le mange d'abord? Il va où? Vous croyez que au nord Cameroun, La Semerie. que Semerie, actuellement, là, ils ont des magasins pleins. Je les ai rencontrés dernièrement au SIAC, à Douala. Ben, ils ont du stock. Ils ne vendent pas. Justement parce qu'on préfère l'importer. Combien de personnes savent que c'est le meilleur riz? Donc, moi je dis, il faudrait encore que nous comprenions que nous devons consommer les produits que nous produisons. On va parler sur les médias, il y a du riz plastique qui entre au Cameroun, il y a ci, il y a ça, mais nous avons notre riz. Pourquoi est-ce que nous ne mangeons pas notre riz? Vous croyez que la Semerie a produit 100 000 tonnes, ils ont tout vendu les 100 000 tonnes l'année prochaine, ils n'ont pas fait 200 000 tonnes? S'ils sont encore à 100 000 tonnes, c'est que la production de l'année dernière n'a pas été vendue. Parce que s'ils produisent 100 000 tonnes, ils vendent tous les 100 000 tonnes. Avant des greniers que tout le monde a pris, ben, il est clair que l'année prochaine, ils vont faire 150 000. Bon, selon vous, quel est le réel problème alors du Made in Cameroun, du consommé camerounais? Est-ce que c'est une question de communication? Est-ce que c'est une question de mentalité? Que nous arrêtons de penser que c'est ce qui vient de chez le blanc qui est bon. Parce que tout commence à la base. On a dit quoi au début? Quand quelqu'un souffre un peu, il a un peu d'argent, il veut aller rester en Europe. Mais c'est la même chose. Tout ce qui vient de l'Europe, on a tendance à laisser tout ce que nous avons localement pour manger ce qui vient de l'autre côté. Tu es riche, tu es pauvre, tu manges ce qui est bien, mais une fois que tu as de l'argent, tu te détruis de la santé avec des OGM. Nous devons arrêter de penser que pendant que ce temps, le blanc qui est de l'autre côté raffole de ce que nous avons ici. Comment le blanc fait quand il arrive ici? Il mange ce que nous avons. Il ne mange pas les produits, il ne va pas dans les supermarchés acheter ce que nous avons. Donc, moi je pense que nous devons comprendre que nous avons des très bons produits. On ne peut pas dire qu'ils sont bio, mais qu'ils sont quand même naturels, contrairement à tout ce qui est synthétique qui vient de l'autre côté. Donc,
Il y a de très bons produits qui sont faits au Cameroun. Soutenons déjà ces produits en les consommant. Permettons par exemple à Semri, à UNVDA dans le nord-ouest, il y a beaucoup d'autres sociétés que je ne citerai pas le nom ici, on ne peut pas tout citer, à pouvoir écouler correctement leur production et d'augmenter les surfaces cultivables. Ok. Monsieur Christian Téné, nous arrivons au terme de cet entretien. Un dernier mot, si nous avons oublié quelque chose? Oui, on ne dirait pas dernier mot, parce qu'on n'a parlé que d'un pan. L'agriculture est tellement vaste, est tellement vaste que moi je dirais tout simplement que ce n'est qu'une petite partie, quelque chose de minime que l'on a dû évoquer aujourd'hui. L'émergence 2035, c'est l'agriculture, le potentiel est là, les surfaces cultivables sont là, le marché est là. Quel que soit le produit que vous cultivez aujourd'hui, vous allez le vendre. Moi, je ne me rappelle pas d'une culture que vous faites au Cameroun. Bon, je ne vais pas parler par exemple du cacao, parce que quand je vais dire ça, il y a des gens qui ont dit que j'aime mon cacao. Excusez-moi, hein, ça c'est mon opinion. Mais je dirais, moi je préfère cultiver d'abord ce que je mange, que de cultiver ce que les autres mangent. Les friandises des autres. Je commencerai d'abord par cultiver ce que je mange. J'ai dit tout à l'heure, nous importons du maïs, nous importons du soja. Avez-vous déjà mangé le cacao un jour où vous étiez rassasié? Du tout. Bon. Quand vous allez cultiver le cacao là, qu'est-ce que vous mangez pour avoir la force? Une bonne boule de manioc, une bonne boule de couscous, et vous prenez une bière. La bière est fabriquée avec du maïs qui est importé. Le maïs est importé. Le soja avec lequel tu manges, le soja avec lequel on élève le poulet, que tu pars manger, le porc que tu manges là, est importé. Donc finalement, l'énergie qu'il te faut pour aller cultiver le cacao est importée entièrement. Mais est-ce que le cacao tu manges? Est-ce que tu contrôles le prix du cacao? Tu ne contrôles pas le prix du cacao. C'est quelqu'un d'autre qui contrôle le prix du cacao. Toi, tu ne contrôles pas non plus le prix du maïs parce que tu achètes le maïs chez lui et c'est lui qui fixe le prix du maïs. C'est lui qui fixe le prix du soja. Il vient encore chez toi fixer le prix du cacao. Il fixe le prix du maïs, il fixe le prix du soja. Il fixe le prix du maïs qui c'est lui qui te fournit les intrants. Et c'est lui qui fixe le prix de l'intrant. Et c'est lui qui fixe le prix de l'intrant. Il fixe le prix du maïs, il fixe le prix du soja et il vient encore fixer le prix du cacao que tu cultives. Mais réveillons-nous un peu. En fait, nous n'existons pas. On n'existe pas. Réveillons-nous. Cultivons d'abord ce que nous allons manger. Pour avoir de la force. Quand tu cultives, je vois beaucoup de planteurs aujourd'hui qui me disent mon cacao, on me l'achète à 600 francs. Tu peux le manger? Tu es obligé d'accepter. Si tu avais fait le maïs, est-ce qu'on peut te raconter la même chose? On ne peut pas te raconter la même chose. Tu vas aller élever ton porc avec, tu vas aller manger toi-même. Tu ne peux pas crier la famine. Et si nous avons en quantité importante, on n'importera plus. Les brasseries prendront notre maïs parce que c'est avec ça qu'on fabrique la bière que nous buvons. Nous sommes gros consommateurs de bière. Mais nous ne pouvons pas produire la matière première pour cette bière. Qui permet de fabriquer la bière. Nous sommes gros consommateurs de bière. Mais toute la matière première pour faire cette bière doit être importée. Mais entre-temps, nous cultivons les friandises des gens. Parce que ça, c'est les friandises. Parce qu'on ne peut pas manger le cacao et être rassasié. Qui est déjà allé dans un champ de cacao, il a fait couper les cabosses de cacao pour manger, pour avoir la force pour travailler. On ne peut pas manger les VA. On ne peut pas manger les VA. On ne peut pas manger la banane et être rassasié. Du tout. C'est vrai. Cultivons, ça c'est mon point de vue. Hein. Moi j'ai dit encore, ça c'est mon point de vue. Cultivons ce que nous devons manger, d'abord. Avant de regarder les friandises des autres. Parce que nous pouvons maîtriser les prix. Vous avez vu, au moment, les mamans au village,
quand elle va au marché, j'en ai vu beaucoup qui vont au marché avec un seau de maïs. Elle pose son seau de maïs chez le premier vendeur, bon, que je vais appeler peut-être comme les corpseurs de maïs. Il pose le prix. La mère, ton maïs là, le seau là, on te vend aujourd'hui à 1500. Elle dit jamais, ça ne marche pas. Elle va chez le deuxième. 1700, ça ne marche pas. Le troisième, 2000. À la fin, elle dit que non, si vous ne payez pas mon maïs à 2500, je préfère rentrer à la maison manger. Mes enfants ont faim. Est-ce que pour le cas du cacao, tu peux le dire? Mais tu ne peux pas le dire. Non, tu ne peux pas. Vous êtes obligé de marcher sur la ligne que les autres vous ont tracée. Vous avez demandé un dernier mot que je dirais. Je disais aujourd'hui, je vois beaucoup de ruées vers la culture du cacao. Qui a déjà mangé le cacao et s'est rassasié? Ceux qui courent pour aller cultiver le cacao là, le consommes-tu chez toi? Tu consommes le maïs, tu consommes le manioc, tu consommes le soja, tu consommes le haricot. Nous produisons le cacao et importons le maïs et le soja. Et le riz. Cultivons ce que nous consommons. Nous allons économiser beaucoup de devises en le faisant. Parce que je ne connais pas les statistiques, hein, mais je crois que ça ne peut pas compenser. Si nous prenons la quantité de maïs que nous importons, la quantité de soja que nous importons, la quantité de riz que nous importons, la quantité d'huile que nous importons, pour ne citer que ces 5 produits, et nous mettons à la balance par rapport à la quantité de cacao que nous exportons. Est-ce qu'on arrive à faire la balance avec ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on arrive à faire la balance. Donc on se réveille un peu. Cultivons ce que nous allons d'abord consommer. Arrêtons les importations. Et là, une fois que nous avons pu cultiver au-delà de ce que nous consommons, nous pourrons nous aussi soit exporter, soit utiliser les autres espaces cultivables pour faire des produits pour lesquels nous devons vendre aux autres. Ok. Chers téléspectateurs, cultivons ce que nous consommons. C'est sur ces mots que Entretien d'Agri TV tire sa révérence ce soir. Nous vous rappelons que nous recevions M. Jean-Christian Téné, directeur général d'Agromaf. M. Jean-Christian Téné, une fois de plus, merci. Merci, à vous aussi. Chers téléspectateurs, à une prochaine émission.